Alors, on se trouve à l'arrière-scène de l'Orchestre classique de Montréal en collaboration avec l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal en prévision de ce concert où je vais avoir la chance et l'honneur de diriger un doublé d'opéra, La Serva Padrona de Pergolesi et The Medium de Menotti. Avec moi aujourd'hui, j'ai deux des stars de ces deux opéras et la directrice de l'Atelier de l'Opéra de Montréal, Jennifer Zito. Alors, bonjour Sophie, bonjour Camilla, bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour Simon. Alors, pour aujourd'hui, j'avais pensé me poser des questions qui ont rapport un peu avec les productions pour un peu plonger dans votre parcours de chanteuse, dans le pourquoi de l'atelier lyrique et aussi parler un peu plus précisément des opérants en question pour donner envie aux gens de venir nous voir. En premier, je vais m'adresser à Sophie, Sophie Naubert qui va jouer Serpina dans La Serva Padrona. Alors, premièrement, Sophie, est-ce que tu voudrais nous parler juste un peu du parcours qui t'a mené à devenir chanteuse d'opéra? Oui, en fait, j'ai toujours été un enfant très, très, très timide. Je n'ai jamais pris de cours de chant jusqu'à l'âge de 17 ans. En fait, j'ai commencé en piano classique à l'âge de 4 ans et j'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, mais je n'osais jamais chanter parce que j'étais hyper gênée. Puis c'est dans une audition au Conservatoire de musique de Gatineau, ils ouvraient une nouvelle classe de chant au niveau collégial en 2015, quand je graduais du secondaire. J'ai décidé pour le fun d'auditionner pour le programme de chant parce que le chant m'intéressait un peu, mais j'étais quand même un peu timide. Puis je vais auditionner et je chante deux tunes pop. Il y en a une, c'était une de mes compositions, puis je m'accompagnais au piano, puis je belletais. Le jury m'arrête, il dit Sophie, tu sais que c'est pour un programme classique. Je dis oui, oui, pas de problème, je sais c'est quoi, oui, sans problème. Finalement, ils m'ont accepté. J'imagine qu'ils ont vu un petit brin de potentiel dans ma voix. Puis ils ont aussi, il y a aussi des compétences de théorie musicale fallait aussi pour entrer au programme. Donc, c'est juste à l'âge de 17 ans que j'ai commencé. Puis je me suis lancée là-dedans dans un nouveau programme de chant sans vraiment savoir c'était quoi. Puis je suis tombée follement amoureuse de l'opéra. Je trouve que c'est la forme d'art qui englobe toutes les formes d'art. C'est le théâtre, c'est la danse, c'est la musique, c'est les décors, l'art plastique, c'est tout, c'est la connexion aussi avec un public aussi. Il y a les jeux vidéo, c'est un peu ça aussi. C'est très interactif, mais l'opéra, c'est en vrai, c'est éphémère, puis c'est ça. C'est le fun. On est dans le moment présent, puis j'adore ça. Génial. Puis, c'est quoi dans ton métier, vraiment au concret, au jour le jour, que tu aimes le plus? Oh, je pense que c'est juste être sur scène, collaborer avec des musiciens de qualité qui veulent donner un message précis, avoir des intentions claires, pas juste faire de la musique pour chanter des notes sur une partition, mais vraiment avoir une intention claire dans ce qu'on veut dire. Mhm. Donc, en parlant d'intention claire, raconte-nous donc un peu l'histoire de la Serva Padrona, puis parle-nous un peu Ben, oui. de ton personnage, de Ben oui, Serpina. ben Pergolesi, honnêtement, je connaissais juste Stabat Mater. C'est une nouvelle œuvre pour moi. C'est un opéra comique du 18e siècle de Pergolesi. Ça se déroule dans une maison bourgeoise. Il y a trois personnages. Il y a Uberto, qui est un maître assez désagréable. Il y a Serpina, qui est mon rôle, servante qui est rusée, malicieuse. Et il y a Vespone, qui est un rôle muet, en fait. C'est ça. Le résumé, c'est dans le fond, c'est l'histoire qui commence avec Uberto qui souhaite épouser une femme, euh, mais il est également manipulé par Serpina qui rêve de grimper dans l'échelle sociale, même si elle est servante. Serpina, pour réaliser son but, a fait semblant de vouloir épouser un autre homme qui est en fait, euh, voyons, Vespone qui est déguisé. Mhm. Donc, ça pousse Uberto à réaliser qu'il tient à Serpina. Finalement, il décide de la marier. Mais c'est vraiment à travers les manipulations de Serpina, c'est exactement comment le manipuler, puis avec sa ruse puis son intelligence, a réussi à le marier.
Puis dans le fond, l'opéra se termine avec la décision de Huberto d'accepter Serpina comme sa femme, ce qui renverse les rôles traditionnels. Donc Serpina devient la patronne et elle n'est plus la servante. Puis, Mhm. en fait, c'est assez avant-garde. En fait, c'est un opéra de 1733. Puis déjà, on voit un personnage féminin qui brise les stéréotypes des sexes, elle défie vraiment les conventions liées à son statut de servante. Puis c'est ça. Voilà. Ça défie les conventions des classes, ça défie les Oui, conventions des sexes, ça défie les conventions de l'opéra aussi, d'une certaine façon aussi. Puis c'est absolument, absolument. Oui. les débuts de l'opéra de bouffe et de tout ça. Génial. Euh, en parlant de la Selva Padrona, euh, à quel point qu'est-ce qui était important pour l'atelier lyrique? Pourquoi on a programmé la Selva Padrona et The Medium? Pourquoi ce sont des opéras qui sont particulièrement intéressants à faire pour des jeunes chanteurs? Alors, tout d'abord, je suis en train d'écouter l'émission Occupation Double Mexique. Et cette situation dans la Selva Padrona, ça convient vraiment bien à la télé-réalité. Alors, c'est vraiment drôle. Alors, ces deux opéras, pour nous, sont donc des pièces d'ensemble. Comme tu sais bien, Simon, chaque personne a un rôle important à jouer. C'est pour ça que les deux pièces sont vraiment intéressantes pour nous à l'atelier. Que chaque membre de l'atelier a vraiment une chance de montrer ce qu'il sait faire. Et je dirais que les trois artistes de Sarah Padrona dont Sophie, Angelo et Jamal, sont les acteurs très intéressants, très doués pour la comédie surtout. Mhm. C'est vraiment, j'ai vraiment peine de croire Sophie, d'imaginer Sophie comme une enfant timide. C'est assez intéressant, mais merci pour ça, Sophie. Par contre, le Menotti, c'est vraiment une œuvre assez dramatique. Ça exige, oui, les qualités musicales exceptionnelles. C'est pas une facile partition à apprendre, mais aussi ça exige un aspect dramatique. Alors, nous avons attribué les rôles en conséquence de voir où les forces de chacun artiste sont. Je vais mentionner que il y a aussi quelques rôles muets. Il y a un rôle muet dans chacun de ces deux opéras. Alors, nous avons consulté nos collègues Ian Sabourin et Angelo Moretti avant de les faire jouer, juste pour assurer qu'ils se sentaient à l'aise de faire ça. Mais en même temps, c'est vraiment un exercice très intéressant pour eux sur le niveau jeu scénique. Alors, Mais pour des chanteurs, de faire des rôles muets, c'est vraiment particulier. D'avoir les deux rôles qui sont importants parce qu'ils font pas juste passer, là, ils sont là tout le temps. Toby dans Le Menotti et Vespone dans Selva Padrona sont là tout le long, mais ils peuvent rien dire. mais on a vraiment la chance de travailler avec le metteur en scène François Racine pour ce projet. Et je pense qu'on sous-estime toujours l'exigence de cette carrière sur un plan dramatique. Alors, ça sert vraiment à nos buts, nos objectifs pédagogiques et en termes de performance aussi. Mhm. Puis au niveau plus général, ça serait quoi pour les gens autour de l'OCM qui connaissent moins l'atelier lyrique? C'est quoi la différence entre, par exemple, un programme universitaire en musique et l'atelier lyrique? C'est quoi la particularité de l'atelier lyrique? Oui, alors, très bonne question. Nous sommes dans une situation assez intéressante parce que on n'est pas une école, on est vraiment une institution qui accueille les artistes qui ont déjà terminé leurs études. Alors, je pense que nous sommes en mesure de combler le fossé, le gap entre le monde académique universitaire et le monde professionnel. À l'atelier, on renforce l'autonomie artistique, un niveau de travail assez élevé et professionnel, et on favorise le développement de la carrière. Alors, les projets comme celui-ci est vraiment essentiel pour la formation de nos artistes. Mhm. OK, ben merci beaucoup, Jen.
So now, Camilla, so you're a new member of that famous Atelier Lyrique de Montréal. How does it feel to be a new member of this institution? It's honestly a dream come true. This is something I've wanted for a long time. And I feel I'm just living a very, very good time of my life as a singer, as an artist. It's a very, very special place, and I'm just super happy to be here. That's great. I mean, it's an achievement in itself to get into to get chosen to be one of the few that are in the atelier. Can you tell us a little bit about your training, about your love for music, how it started, where you're from, all of that, so people can have a better grasp of who Camila Montefusco is? Absolutely. Yes. So I am originally from Brazil. I grew up in São Paulo. I started my life in music when I was 6 years old. My parents gave me a tiny, tiny violin. That was the beginning of it all. And I was completely in love with classical music from the beginning. My dad is a wonderful pianist, one of the artists I admire the most in my life and a huge inspiration for me. So I was very privileged to grow up in a musical house and family. So this was always there, but I never took it for granted. I knew how special that was in my life. And so when I turned 19, I was just in the middle of my undergrad in violin performance. I got a job in the symphony orchestra in Brazil, and I started playing in the pit for opera productions and ballets. And that was the beginning of my, when I fell in love with a voice. I remember very clearly being in the very first few rehearsals for Le Pêcheur de Perles, and remembering how magical, the everything that happened when the singers joined us. That was life changing to me. So I would say, from that moment on, I understood. I was like, wait a second, singers have words. That's very powerful. That's a real privilege, and they get to play with that and tell stories that way. I was very happy as a violinist, but I hadn't even considered how magical it could be when more, came to play. So yeah, that was pretty much the beginning of this new dream. I came to Canada to study. I met really wonderful mentors who were also very patient, and kind, and guided me. This happened about 6 years ago. So it just feels very good to be here now, because it's kind of like a, full circle moment. Yeah, I just love what I do. I feel very privileged. Are there particular challenges going from the violin to the voice? Like, were you already a singer, or did you just discover that you had a voice or that you wanted to sing? Like, not everyone has the instrument that you have, so I'm just curious, did you know? I always enjoyed singing at home, kind of, privately, just between family. I always loved it, but I didn't realize I had an instrument. I was very much infatuated with the Brazilian popular music that we have there. It's something that I always enjoyed singing. And in an occasion, a voice teacher heard me singing at the university. It was very casual, and he came and had a conversation with me. He was like, "Listen, I don't mean, to be disrespectful. I know you're a violinist. This is your job, but have you considered, pursuing singing?" So that was the beginning of it all. In terms of challenges, it was very humbling to start from scratch at a new instrument as a singer. I was playing at a very high level. I studied my whole life, and I feel at some point I felt like I was giving some steps, backwards, which wasn't true. I was just honing a new skill, which, playing the violin for all those years was an absolute gift. Like I do not regret, because I know this allowed me to be the artist I am today. So I'm grateful for those years. Yeah.
Simon's Ouais. already thinking about when to cast you as Niklaus, just so you can sing the violin aria while playing, right? Yeah. Anytime. And adding a violin solo to any other thing. Is there something that Sophie you could do while singing? Do you have a special skill that you could do while singing? I can juggle, I can play piano, I can dance. Can you do all four at the same time? Oh, Quadruple threat? yeah, While baking something absolutely delicious. yes. Wonderful. So, Camilla, can you tell us a little bit about this tragedy, the medium, and the role of Baba and what it means to you? Absolutely. Yeah. So, the story of the medium, it essentially centers around Madame Flora, also known as Baba, and she runs a fraudulent seance business, I would say, with the help of her daughter Monica and a mute servant named Toby. And Baba, she pretends to communicate with the dead. She takes advantage of grieving parents who have lost their children until one day she feels an invisible hand touch her throat. And that makes, I would say, that marks the beginning of her complete and utter descent into madness. You know, she is pretty convinced that Toby was the one who touched her that day. And throughout the opera, we will see her kind of spiraling, between what's reality and the possibility that something actually, supernatural is coming after her. And I can tell that she feels also that this is like a punishment for her actions, for taking advantage of people. At a more deep, at a deeper level in terms of, the character Baba, when I started looking at it and learning it, I remember feeling, before getting to the end of the opera, I was like, I really hope I can understand why she is the way she is. I really hope I can at some point understand why she's being so abusive, so manipulative. There's got to be something here. And what I really love about this character, I think it's that you cannot pin her down as simply good or bad. She's an incredibly flawed woman, very tough, cynical, manipulative, and at the same time incredibly vulnerable and tormented by her past. I think that's a conversation we've been having in the rehearsal room, that she is most likely a war survivor. She is dealing with trauma. I think that opera is really about trauma and how that results in mental illness. And those are topics that are so incredibly relevant today. Unfortunately, they're so present still in the world. And I also feel like this opera could easily be, a psychological thriller that Netflix releases next week. It's it's so intense, so raw. You see, I can really see real characters there. I think it's very easy to, see ourselves in these situations and really start to understand why, the saying hurt people. I think it's a very good example of that. Yeah, and her daughter Monica kind of escapes in a world of fantasy as well. And so you see how that trauma is passed on from generation to generation. There's also a certain aspect of horror to that opera as well. Like you don't know what's real and what's not, what's in her head and what's not in her head. It's very, very strange. Yes. Yeah. Yes. Simon, je Well, thank trouve you so much. Ah, pardon. Oh, sorry, Jen. Yes. Non, juste une dernière chose, particulièrement, je trouve, avec le rôle de Toby, parce qu'on n'explique jamais pourquoi il part pas. Mhm. Et il a aussi une belle relation avec Monica, comme les enfants. Mais c'est vraiment un rôle assez spécial, je trouve. Belle C'est un histoire. rôle très spécial, puis ça donne lieu aussi à une scène vraiment touchante où son sentiment avec Monica, finalement, Monica parle pour lui en lui mettant des mots dans la bouche, mais on sent que c'est finalement ce qu'il aimerait pouvoir dire. Puis lui aussi, comme enfant, il était traumatisé probablement et il peut pas parler.
C'est vraiment un opéra extrêmement touchant. Euh, Puis, Sophie, sur un autre ordre d'idée, là, dans la Serva Padrona, on est vraiment dans la comédie pure. Est-ce que toi, tu préfères jouer la comédie ou préfères jouer la tragédie? Parce que tu es bonne dans les deux, je t'ai vu faire les deux. Qu'est-ce que tu préfères? Merci. Comédie, all the way. Ah ouais? Le rire, c'est le meilleur médicament. Puis je suis une artiste pour toucher des gens puis guérir des gens. Donc, si je peux les faire rire, ça me fait plaisir. Alors, si dans 15 ans, tu vas être connu pour tes héroïnes dramatiques, on va te faire rejouer ce clip-là. It all started with comedy. Alors, pour terminer, j'ai pensé faire juste des petites questions pour qu'on vous connaisse un peu mieux, pour que les gens, quand ils vous voient le, le 8 octobre, aient une meilleure idée de qui vous êtes. Alors, c'est juste des petites questions un peu funny comme ça à répondre. On va commencer par Sophie, répondre à la première question, Sophie, Camilla et Jen, puis on va y aller comme ça pour chacune des trois questions. Donc, quel est votre groupe ou chanteur non classique préféré? So, who is your favorite non-classical band or singer? So, Sophie. Jacob Collier. Oh, Jacob Collier. Good. Qui veut toucher aussi des gens. Mm. Excellent. OK, Camilla? My favorite, it's a singer. He's a Brazilian singer, a real genius in my opinion. His name is Milton Nascimento. Highly recommend. Okay, so please send me a link because I have no idea who that is, so I'll be happy to discover. Et, et Jen? Sinon, je panique. J'ai pas un chanteur ou un groupe préféré, mais j'apprécie toutes sortes de musique, tout genre de la musique, mais j'ai pas un préféré. Skip me. OK. Moi, je dirais pour moi, ça serait Estrella Morente, chanteuse Mm. de flamenco. Mm. Cool. Alors, deuxième question. Votre endroit préféré dans la région montréalaise, your favorite place in the Montreal region or in Montreal? Le Sophie? Mont-Royal. Quelle place dans le Mont-Royal? Quel banc dans le Mont-Royal? Ah, ben, la montagne, je veux dire. Oui, 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 c'est ça. Dans les petits sentiers de bois. Je fais ma course à tous les matins dans les petits Yes, bois du Mont-Royal. C'est ma place préférée. parfait. Camilla? Um, I am new to Montreal, so I haven't had too much time to explore yet. But Place des Arts. okay, okay, I will have to say that I know her very well. My current neighborhood, Mile End, I love it. I love walking around. It's such a cute place, lovely restaurants, so I love it here. Great. Jen? Pour moi, c'est sûr, on vient de déménager à Verdun. Mhm. Alors, c'est sûr, c'est Rue Wellington, Verdun Beach. C'est vraiment super agréable. Ah oui, c'est vraiment un bon choix. Moi aussi, j'ai habité à Verdun, puis c'est génial. Je dois avouer que moi, là, on est à l'automne maintenant, puis l'automne sur le bord de l'eau à la Chine, c'est vraiment particulier. Il y a quelque chose de comme entre la ville, là, il y a beaucoup de nature. On voit tellement, on peut presque voir jusqu'à Salaberry à travers le lac Saint-Louis. Là, j'adore la Chine sur le bord de l'eau. OK, dernière question. En parlant de l'automne, là, votre breuvage ou nourriture d'automne préférée? Sophie. Chocolat chaud avec un soupçon d'amaretto. Ah, OK, t'es pas allé dans le pumpkin spice, là, tiens, amaretto. Pas Chocolat chaud avec basic, moi. amaretto. Excellent. Non, moi, j'adore ça, OK, les latins, là. OK, Camilla. Mulled wine. Mulled wine. Ooh. Good. Jen? Moi, j'adore les soupes. Mhm. Alors, carottes, gingembre, noix de coco, courge, poireaux, tout ça. Yes, moi, je pense que je suis avec Team Jen. Je suis en ce moment à Newfoundland et j'ai mangé hier une chowder là, qui était vraiment solide. Alors, toutes les chowders, c'est bon pour l'automne. Les chowders kale, maïs, machin, tout ça, là, c'est excellent.
Alors voilà, sur cette note culinaire, on termine ce petit Zoom d'introduction. J'invite les gens à venir nous voir le 8 octobre à 7h30 à la salle Pierre-Mercure pour voir se doubler la Selva Padrona de Pergolesi et The Medium de Giancarlo Menotti. Alors merci beaucoup Sophie, thank you Camilla, merci beaucoup Jen et on se voit bientôt. Merci Merci! Simon. Bye. Bye. Bye!